je participe également aux travaux de la RFIT, donc la réforme des brevets fédéraux, enfin des nouveaux diplômes fédéraux. Voilà. C'est un retour là. Ok. Donc je vais commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet en vous disant que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais commencer par la mauvaise. C'est que la mauvaise nouvelle, c'est désolé. Donc je vous disais que j'avais une bonne et une mauvaise nouvelle et que j'allais commencer par la mauvaise nouvelle. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que dans la gestion de conflits, malheureusement, les conflits sont inéluctables quand on a une vie de groupe. Ils sont même nécessaires parfois. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les différentes étapes qui mènent une équipe vers la performance. Et dans ces différentes étapes, qui sont 4 ou 5 en fonction des modèles, il y a une étape que, par exemple, Tuckman, lui, appelle dans son modèle la phase de storming, donc la phase de turbulence, on va appeler ça. Dans d'autres modèles, cette phase-là a un autre nom, mais peu importe. L'idée, c'est que dans cette phase-là, les conflits sont récurrents et sont même inévitables. Voilà. Et l'idée, c'est que de prendre conscience que ces conflits-là sont nécessaires pour que votre équipe franchisse un cap dans la maturité de l'équipe et dans la collaboration, dans la coopération pour aller vers la performance. Donc voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que les conflits donc, sont à peu près inévitables. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que évidemment, il existe des outils pour pouvoir les prévenir dans un premier temps, puisqu'il y a quand même beaucoup de conflits qui sont des petits ajustements à faire en termes de management pour éviter que les gens s'engouffrent dans les failles et créer des conflits. Et puis après, il y a une deuxième phase où, quand le conflit est installé, quelques outils qui permettent de rétablir une communication efficace et puis une relation gagnant-gagnant. Et c'est sur cette deuxième partie-là que je vais appuyer mon intervention aujourd'hui, puisque évidemment, je n'aurai pas le temps de traiter tout ce qui est management et qui permet, entre autres, de, on va dire, prévenir des conflits. Je commence un petit peu cette intervention en vous racontant une petite anecdote personnelle quand j'étais entraîneur. Alors, j'ai été entraîneur à plusieurs niveaux. Et j'ai exercé pendant quelques années en NM2 dans la région nantaise et donc j'avais un groupe avec moi et dans ce groupe-là évidemment j'avais un joueur qui de mon point de vue n'était pas suffisamment investi au quotidien dans les entraînements en termes d'intensité, en termes de concentration, etc., etc. Je pense que c'est quelque chose que vous vivez à peu près régulièrement. Et du coup, j'ai tenté à l'époque, j'ai tenté de gérer le conflit comme mon intuition me le disait. Et donc, déjà pendant la séance, j'ai commencé par réagir. Et puis, j'ai réagi une deuxième fois en dehors de la séance sur un entretien individuel où je lui ai dit, écoute, voilà, je ne suis pas satisfait de ton investissement, je veux que tu t'investisses plus. Et puis, voilà, sinon, il y aura des sanctions, etc., etc. Bon, des choses que peut-être vous faites également au quotidien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à ces différentes interventions? Et la personne, elle est rentrée dans le rang. Elle est rentrée dans le rang et puis elle a fait ce que je lui demandais. Elle s'est investie un peu plus, elle s'est investie un peu plus. Et de mon point de vue, à l'époque, je me disais, voilà, j'ai géré le conflit. Il y avait un petit conflit entre nous deux. Et puis, cette petite entrevue ou cette petite mise au point, on va dire, m'a permis de régler le conflit. Et puis, très rapidement, je me suis aperçu que le conflit n'était pas du tout réglé et que ça m'a sauté à la gueule un petit peu plus tard dans la saison. Et le conflit avait pris beaucoup plus d'ampleur que le conflit initial. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que parfois on a l'impression que les conflits sont gérés, ou parfois même on a l'impression qu'il n'y a pas de conflit, alors qu'ils sont sous-jacents, alors qu'ils sont un petit peu comme un volcan qui avant d'exploser, voilà, bouillonne un petit peu. Pour sortir d'un conflit, et on le verra à la fin de l'intervention, s'il y a une chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est de vous dire que pour sortir d'un conflit, il faut impérativement qu'à la fin d'un entretien, d'une discussion, d'une mise au point, ça soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si la personne en face de vous vous obéit parce que vous êtes son supérieur hiérarchique, entre guillemets, parce que vous êtes son coach et donc vous obéit
mais néanmoins nourrit quelques amertumes ou le conflit, même s'il n'y aura pas de tension, même s'il n'y aura pas d'éclat, le conflit, il est quand même là. Il est quand même là et que vous finirez par le payer à un moment donné dans la saison. Donc pour sortir d'un conflit, vraiment, l'idée, c'est que ça soit du gagnant-gagnant. Donc vous ayez à gagner quelque chose et que la personne en face ait à gagner aussi quelque chose. Voilà. Je vais partager avec vous mon document sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui. Donc les objectifs en 1 heure, alors c'est ce que je vous disais en introduction, 1 heure, c'est vraiment très très peu pour traiter le sujet. Mais on va quand même essayer ensemble d'identifier les origines des conflits, en tout cas quelques sources, puisque les sources sont tellement multiples que c'est difficile de toutes les identifier, mais en tout cas, on va essayer d'identifier quelques-unes. Ensuite, essayer de rétablir une communication efficace quand le conflit est installé, et puis découvrir des outils pratiques à la fin de l'intervention pour vos mises en situation, pour expérimenter dans vos clubs, j'ai envie de dire même avec vos enfants si vous avez des enfants, avec votre famille si vous avez des familles, avec votre conjoint si vous êtes en couple, etc. C'est pas forcément une méthode qui est valable uniquement dans la fonction d'entraîneur. Les enjeux de la gestion de conflits. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'on a à gagner en montant en compétence dans la gestion de conflits? La première chose, c'est d'améliorer ses relations avec les autres. Ça, c'est pareil, logique. La deuxième, c'est de créer un climat de confiance. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important quand on est leader, quand on est un manager. Créer un climat de confiance, faire en sorte que les gens à l'intérieur de votre groupe se sentent en sécurité et en confiance, c'est extrêmement important puisque c'est quand même une grosse partie qui vous permet d'éviter, ou en tout cas de prévenir les conflits. 3, c'est d'améliorer la circulation de l'information. Vous allez voir au long de l'intervention qu'une des principales causes de conflit, c'est quand même tout ce qui est perception et interprétation des situations. Et donc, le fait de mieux communiquer avec l'outil que je vais vous présenter permet à chacun d'avoir des informations plus claires et donc de pouvoir mieux faire circuler des informations importantes. Le quatrième enjeu, c'est de maintenir un haut niveau de motivation, puisqu'on sait très bien que le conflit... j'ai pas partagé l'écran peut-être. Ah oui, si je partage pas l'écran, ça va. Alors attendez, hop, excusez-moi, petit problème technique. Je vais partager l'écran. Putain, où est-ce qu'on sait déjà? Oui, mais je ne l'ai plus là. Ah oui, c'est là. Tac. Ah, voilà, normalement vous devez avoir à l'écran. Oui. Non, toujours avant moi. Vous avez partagé. Pour l'écran. Donc j'en étais à un haut niveau de motivation, puisqu'on sait très bien que les conflits peuvent très nettement et très clairement entamer et impacter la motivation de vos joueurs, de vos joueurs. Donc ce que je vous propose, pour le sommaire de cette intervention, c'est dans un premier temps, d'identifier ensemble l'origine des conflits. Donc là, je vais vous demander de participer. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer un petit message sur votre groupe WhatsApp pour, selon vous, quelles sont les origines des conflits. D'accord? Donc n'hésitez pas à participer et à faire remonter votre point de vue. Dans un deuxième temps, on parlera un peu de l'intelligence émotionnelle. Donc déjà, on essaiera de donner une définition et puis de vous sensibiliser sur l'importance de la gestion des émotions et donc d'être capable d'identifier les émotions qui nous traversent quand on est en situation de conflit. Le troisième carton, c'est la communication non violente. Donc c'est l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une méthode en 4 étapes, un outil très pragmatique en 4 étapes qui vous permet, en situation de conflit, de rétablir une communication efficace. Et dans un quatrième temps, une conclusion et puis surtout vos questions si vous en avez, bien sûr. Donc l'origine des conflits, je ne sais pas si Vincent, tu as déjà quelques... Le manque de temps de jeu. Alors le manque de temps de jeu, donc on va passer sur cette... vous n'allez pas vous connecter à WooClap puisque
puisque je pense que ça va prendre trop de temps, on va perdre trop de temps. Donc, on va le faire avec le groupe WhatsApp, puisque votre groupe WhatsApp. Donc, Vincent, tu disais J'ai le manque de temps de jeu, le manque de temps de jeu. L'incompréhension de la stratégie ou des choix tactiques. Ok. C'est les deux qui ressortent le plus. Voilà. D'accord. Donc là, on est sur des sources purement technico-tactiques. D'accord. Il y a d'autres choses qui remontent? L'incompréhension liée au style de jeu d'un joueur qui peut être considéré comme un joueur individuel pour les autres. Donc, ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire l'individualisme d'un des joueurs qui générerait. Ok, donc là, on parle de rôle, de responsabilité. Un quatrième thème qui sort, c'est le manque de communication entre l'entraîneur et le joueur. Manque de communication. Ok. Les parents qui interviennent trop. C'est vrai. Très bien. Voilà. Un discours négatif de la part de l'entraîneur. Tout à fait. L'injustice avec le corps arbitral. Oui. Voilà, et la difficulté de compréhension des rôles dans l'équipe. Exactement. Ok, super. Voilà ce que j'ai qui sort en gros. Ouais, mais très bien. Alors, on va peut-être pas aborder l'aspect avec le corps arbitral, puisqu'on va considérer que l'arbitre n'est pas forcément un membre de l'équipe, et donc là, on va essayer de se concentrer quand même plutôt sur des conflits, on va dire, internes à l'équipe, que ce soit des joueurs entre eux ou des joueurs vis-à-vis du staff ou vis-à-vis du coach. Et effectivement, il y a des choses qui sont remontées, qui sont absolument vraies, que j'ai regroupées dans des grandes familles. Et la première chose, c'est l'incompréhension et les différences de perception des choses. Voilà, l'incompréhension du style de jeu, l'incompréhension de la consigne, l'incompréhension de tout un tas de choses. Et la perception des choses. Puisque peut-être que vous savez déjà que en fonction de votre type de personnalité, vous avez des préférences et forcément, tous un mode de perception qui est un peu différent. Du coup, cette différence de perception des choses et du monde est source de conflit quand il s'agit de travailler ensemble. Encore une fois, il s'agit ici de ne pas forcément développer cet aspect-là parce que le temps ne nous le permet pas. Mais en tout cas, c'est effectivement une grosse source de conflit. La deuxième grosse source de conflit, c'est un problème de communication, un problème de posture, ce qu'on appelle aussi une position de vie. On va les évoquer un tout petit peu plus tard parce que ça me paraît important. Mais dans tous les cas, quand vous êtes sur une posture excusez-moi, il faut essayer de penser à fermer vos micros parce que quand vous faites la vaisselle, ça se dit. Du coup, je rebascule, je repartage mon document. Hop, désolé. Tac. Allez, hop, je reviens vite fait. Donc, je disais que la posture, quand on peut avoir des fois une posture, la posture du leader, encore une fois, on va reparler de posture gagnant-gagnant. Et parfois, on a tendance à prendre des postures en tant qu'entraîneur qui sont plutôt gagnant-perdant, voire perdant-gagnant, voire perdant-perdant, ce qui est pire. Malheureusement, on y vient tous de temps en temps. Et évidemment, l'idée, c'est de garder le plus longtemps possible dans la relation une posture gagnant-gagnant, qui est la vraie posture du leader. La posture gagnant-perdant, c'est-à-dire je me mets au-dessus de mon groupe parce que je suis l'autorité, eh bien, je ne suis que l'autorité et les gens m'obéissent. Et quand les gens m'obéissent, l'obéissance ne permet pas d'atteindre l'excellence ni la performance. Et donc, quand je suis dans une posture un petit peu, c'est moi le boss et c'est moi qui commande, vous mettez les membres de votre équipe en situation un petit peu d'infériorité, et donc ils ne sont que dans l'obéissance. Voilà. Et donc, ça peut provoquer des problèmes de conflit. La motivation et les besoins, quand je parle de besoins psychologiques. Quand vous savez que vos joueurs, quand ils viennent faire une activité, ils ont des besoins aussi.
besoin d'être reconnus pour leur personne, besoin d'être reconnus pour leurs compétences, etc., etc. Et quand ces besoins-là ne sont pas satisfaits, bien entendu, il y a une espèce de source de conflit qui s'installe et qui parfois peut péter. Le répertoire de réponses, c'est Piaget qui explique que quand vous voulez faire progresser vos joueurs ou vos joueuses, bien entendu, vous allez leur proposer des situations un peu plus complexes que celles qu'ils savent déjà faire. Hein, et c'est la raison pour laquelle on dit que l'erreur, c'est la première étape de l'apprentissage. C'est parce que quand ils sont en situation d'erreur ou quand ils sont en situation dans laquelle leur répertoire de réponses actuel ne leur permet pas de résoudre le problème, ça peut créer des conflits. Il y a des gens qui vont renoncer, il y en a qui vont baisser les bras et qui ne vont pas vouloir essayer parce qu'ils ont un répertoire de réponses qui, au moment où vous leur proposez l'exercice, ne leur permet pas de résoudre le problème. Et donc, ça peut être une source de conflit aussi. La gestion des émotions, c'est une source de conflit également. Les jeux psychologiques, et alors là, vous avez un jeu psychologique que tout le monde connaît et j'ai envie de dire pratiquement avec lequel tout le monde joue, c'est le fameux oui mais. Et ça, c'est une vraie source de conflit. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un film avec Gérard Jugnot, si vous avez l'occasion de le regarder, qui s'appelle Oui mais, qui est un super film sur les jeux psychologiques. Le manque de sécurité, c'est-à-dire que quand le leader du groupe, le manager, le coach, n'a pas suffisamment cadré les choses dans la prise en main du groupe, les gens peuvent se sentir à l'intérieur du groupe un petit peu en insécurité. Et donc forcément, quand les gens sont en insécurité, ont tendance à vouloir se défendre et se mettre dans une position un peu agressive et un peu égoïste et un peu agressive. Et donc là aussi, ça peut parfois générer des vrais conflits. Et enfin, le dernier que je vous propose, c'est des signes de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que le signe de reconnaissance? En tout cas, qu'est-ce que j'entends par là? C'est soit de dire des choses positives aux joueurs ou au groupe sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils sont. Donc ça, on appelle ça les signes de reconnaissance positifs. Il y a aussi des signes de reconnaissance négatifs où là, on dit quelque chose sur voir à corriger ou à améliorer. Donc évidemment, un signe de reconnaissance négatif est utile quand il s'agit de corriger un geste, quand il s'agit de corriger quelque chose, et dire que ce que la personne fait n'est pas totalement juste et qu'il faudrait qu'elle pense à faire autrement. Ce qui est un peu plus impactant pour la personne, c'est quand le signe de reconnaissance, il est directement lié à la personne. Par exemple, tu n'es pas bon. Voilà, là, c'est directement la personne qui est mise en question dans l'histoire. Et ça peut être très, très violent pour la personne qui reçoit ça et donc gérer un conflit important. Et le dernier signe de reconnaissance, c'est justement l'absence de signe de reconnaissance, autrement dit l'ignorance. Et c'est encore pire que tout, quand vous ignorez quelqu'un ou quand vous êtes ignoré par quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui peut engendrer des situations très, très conflictuelles. Voilà en ce qui concerne les sources de conflit, ce que je voulais vous proposer. Est-ce que Vincent, tu as des questions ou des retours sur ce premier temps? J'ai une question qui est arrivée récemment là et qui dit: faut-il privilégier un management persuasif paternaliste ou un management directif persuasif? Ouf. En fait, si vous voulez, alors c'est encore une fois, le temps va faire que ma réponse va être assez courte et assez brève et assez simpliste, on va dire. Mais si je reprends mon idée des différentes étapes qui constituent la construction d'une équipe pour qu'elle aille vers la performance, dans la première étape, donc l'étape où le groupe se forme, où les gens arrivent dans le groupe, le style de management qui est associé à cette étape de vie du groupe, c'est d'avoir un management assez directif. Quand je dis directif, je ne dis pas autoritaire. Je dis directif, c'est-à-dire que les gens sont en attente que vous leur donniez ce qu'ils doivent faire, ce qui va se passer, et ils ont besoin justement d'avoir un cadre qui va leur permettre de se sentir en sécurité. Et donc là, le management qui va être plutôt directif. Ensuite, vous allez passer à une deuxième étape où ça va être l'étape où les conflits vont arriver, où l'insatisfaction va s'installer chez les joueurs. Alors ça peut être
entre les joueurs entre eux ou les joueurs avec le coach ou avec le staff. Et là, le type de management qui est associé à cette phase-là, il est plutôt persuasif. C'est-à-dire qu'il va falloir convaincre les gens. Il va falloir, c'est là, en général, dans cette période de vie de groupe qu'il faut multiplier les entretiens individuels pour recadrer les gens, en tout cas pour recentrer leur rôle, leur responsabilité et les rassurer sur l'utilité qu'ils ont à l'intérieur du groupe, etc., etc. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un management un peu plus persuasif. Et puis après, vous allez franchir une autre étape où là, on appelle ça, on va dire, l'étape de la phase d'adolescence du groupe, où les gens, ils vont être... ils sont à ce moment-là tiraillés entre leurs objectifs personnels et les objectifs du groupe. Ils ne savent pas trop encore sur quel pied danser, ils ne savent pas encore lequel mettre en priorité. En tout cas, ils sortent d'une phase où la priorité, c'était leur objectif personnel, et puis là, ils commencent à prendre conscience que les objectifs de l'équipe sont vraiment importants et qu'ils sont en train de se poser la question. Et là aussi, c'est un management un peu participatif, il faut entretenir la motivation, il faut dialoguer, il faut commencer à convaincre les gens, en tout cas continuer à convaincre les gens, et puis après, vous avez une dernière phase où là, on va dire que les gens sont plutôt, le groupe est plutôt autonome et 90% des situations et des conflits se règlent en autogestion, on va dire. Voilà, donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas un type de management, il y a plusieurs types de management qui, en fonction du niveau de maturité de votre équipe, doit plutôt prévaloir. Ça ne veut pas dire que les autres, on les met de côté, parce que on fait un métier complexe, donc c'est pas ou à chaque fois, c'est pas je fais un management participatif ou délégatif ou directif, c'est et à chaque fois. Et je fais un management délégatif et participatif et directif en fonction des situations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai été obligé de m'écarter un peu du sujet, mais si c'était un besoin de comprendre les différents types de management, c'est important de le faire. A priori, tu as répondu à la question puisqu'il a dit qu'il partageait exactement ton point de vue. Ah, bah tant mieux. Tant mieux ou pas d'ailleurs. Ouais, parce que d'être d'accord, de ne pas être d'accord, ça peut aussi faire avancer les choses. J'enchaîne sur la première source de conflit que je vais développer de manière un peu plus approfondie, qui est la posture ou la position intérieure. La position intérieure, c'est quoi? C'est vraiment la position que moi j'ai, alors en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, la position que j'ai et qui ne se voit pas. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui va mettre en parallèle ce que je pense de moi et ce que je pense des autres, entre guillemets, pour schématiser encore une fois. Donc la première position, c'est la position moins-moins, la position perdant-perdant. Autrement dit, je n'ai pas de valeur et les autres n'ont pas de valeur. Donc là, on va dire que c'est quand même une posture qu'on est peut-être amené à avoir de temps en temps dans la journée, mais si on devait s'y installer de manière durable pendant plusieurs jours, on pourrait effectivement penser à de la dépression. D'accord? Donc, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. La deuxième position, c'est moi, j'ai de la valeur et les autres n'ont pas de valeur. Par exemple, si je prenais la position plus, je pourrais vous dire, bon, écoutez, j'espère que vos questions vont être intelligentes parce que, bon, il est dimanche, il fait beau dehors, j'aime pas perdre mon temps. Donc, j'espère que vous allez être attentif et intelligent pour que je ne perde pas mon temps. Voilà. Là, j'aurais plutôt une tendance à avoir une position plus-moins, c'est-à-dire que moi j'ai de la valeur et vous en avez beaucoup moins. Bien entendu, j'ai joué un rôle, hein. Et donc dans cette posture-là, eh bien, moi je suis en insécurité intérieure et donc je fais preuve de supériorité vis-à-vis de vous, de l'arrogance, de l'agressivité, voire du mépris. C'est une position qu'on peut adopter aussi souvent pour masquer une autre position et notamment la position moins plus, c'est-à-dire que pour masquer des difficultés, je peux éventuellement faire croire aux gens qu'en réalité, je suis quelqu'un de supérieur à eux. Et donc, la position moins plus, donc perdant-gagnant, ça serait, écoutez, je vais essayer de vous traiter un sujet que je ne maîtrise pas vraiment. Je vais essayer quand même de faire en sorte que vous ne perdiez pas votre temps parce que je ne suis pas très sûr de ce que je vais vous proposer, mais bon, c'est une commande qui m'a été faite par Vincent. Donc vraiment, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer pendant 1 heure et que vous allez être intéressé par ce que je vous dis. Bon, là, très clairement,
là aussi, c'est une position qu'on peut éventuellement avoir de temps en temps et qui peut laisser penser aux autres qu'on est en insécurité aussi, mais surtout en infériorité, culpabilité, voire de la frustration. D'accord ? Et la dernière posture, c'est la posture gagnant-gagnant. C'est la position dans laquelle le leader doit essayer d'être le plus souvent possible. Et quand je dis leader, c'est même, j'ai envie de dire, dans votre vie de tous les jours, dans toutes vos relations. L'idée, c'est quand même une position qui est nettement moins source de stress que les autres. Et surtout, qui vous permet vraiment de désamorcer des conflits, de les éviter et de les régler quand ils sont présents. Voilà. Donc là, on est vraiment du leadership. Alors que si je reviens sur la position ici, la position plus-moins, on n'est pas sur du leadership, on est sur de l'autorité. Et pour moi, ce sont deux choses différentes. Autorité et leadership, deux choses différentes. L'autorité, les gens vous obéissent. Le leader, les gens vous suivent. Voilà. Quand ils vous suivent, ils le font dans l'intérêt collectif. Ils le font dans l'intérêt de l'équipe et ils le font pour les objectifs collectifs. Quand ils vous obéissent, ils le font pour eux. Un joueur qui va vous obéir, il va le faire pour lui, il ne va pas le faire pour l'équipe. Il va le faire pour soit avoir son argent à la fin du mois, soit il va le faire pour garder son temps de jeu, soit il va le faire pour en gagner. Mais dans tous les cas, il va le faire pour lui avant tout et seulement pour lui. Alors que si vous êtes plutôt un leader et que vous allez installer une relation gagnant-gagnant avec vos joueurs, là, les gens vont vous suivre. Et la nuance est complètement différente. Peut-être que les gens, en ce qui concerne l'observable, dans les comportements observables, vous allez voir la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce que vous leur dites, mais il y en a un où il va obéir et l'autre, il a décidé de le faire parce qu'il a vu l'intérêt et il a vu l'intérêt pour lui, mais aussi pour l'équipe. Et là, en termes de motivation et en termes de performance, on est sur deux choses qui sont diamétralement opposées. Quand je parle de performance, je ne parle pas de gagner des matchs ou de perdre des matchs. Je parle de performance d'équipe, c'est-à-dire atteindre le plus haut potentiel possible de son équipe. Ce qui est la différence avec gagner. On peut gagner en n'étant pas performant. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, donc la deuxième source de conflit, c'est la différence de perception et d'interprétation. On en a un petit peu parlé, et dans vos retours, c'est un peu ce qui est revenu tout à l'heure. Et ce qui me paraît important, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la représentation du monde que j'ai n'est pas le monde tel qu'il est, mais le monde tel que je suis. Voilà. Je vois le monde à travers qui je suis, pas à travers ce que le monde est. Et ça qui est extrêmement intéressant. Et si ça vous intéresse et que vous voulez approfondir le sujet, notamment sur les types de personnalités, vous allez vous apercevoir que les gens perçoivent les choses complètement différemment. Et il n'y a pas une meilleure manière de percevoir le monde qu'une autre. C'est juste que, voilà, en fonction de notre histoire, de notre personnalité, les choses se passent ainsi. Donc, quand on a une information, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des filtres. Ces filtres-là, donc là, c'est représenté par le VACOG, donc le visuel, kinesthésique, auditif, etc., etc. Donc on filtre cette information. Et comme notre cerveau, il est limité, c'est-à-dire que l'information que vous recueillez, que ce soit une information visuelle, auditive ou visuelle ou auditive, cette information elle est partielle. Et donc votre cerveau, comme il n'aime pas le vide, il va combler le vide en fait de l'information. Et ce qui s'appelle réduire l'ambiguïté, d'accord ? Et puis, une fois qu'il a réduit un peu cette ambiguïté, il y a un deuxième filtre qui va arriver, qui est le filtre de l'interprétation. C'est votre petit compteur d'histoire qu'il y a dans la tête, là, et qui vous dit, par exemple, quand il y a un joueur qui ne fait pas ce que vous faites, ce que vous lui demandez, c'est la petite voix qui vous dit ah, il ne me respecte pas, ou ouais, il fait exprès pour m'emmerder, etc. etc. Bon, c'est votre compteur d'histoire qui, malheureusement, nous dit souvent des conneries, des bêtises. Mais dans tous les cas, ce compteur d'histoire, il est là. Et quand vous avez une information, d'abord vous la percevez et ensuite vous l'interprétez. Et il y a autant de perception et d'interprétation qu'il y a de personnes.
Donc, si vous voulez, il y a quand même de fortes chances qu'on puisse ne pas forcément voir la même chose. Et forcément, ça altère notre communication et nos déductions. Et ça, c'est pour moi la clé on va dire de la gestion de conflit. Je vous raconte une anecdote vite fait, qui n'a rien à voir avec le basket, hein, mais qui a à voir avec la vie de tous les jours. Un jour, je suis parti en vacances avec ma sœur et mon beau-frère. Et ma sœur est plutôt quelqu'un d'assez empathique, qui est assez dans la perception, un peu dans le ressenti des choses, alors que mon beau-frère, lui, est complètement différent. Il est plutôt très, très logique et aime bien s'appuyer sur des choses très, très factuelles et très basiques. Et donc, quand il a fallu choisir le lieu de résidence pour les vacances, il avait fait toute une liste de critères qui devait y avoir dans l'appartement. Voilà, il fallait qu'il y ait le wifi, il fallait qu'il y ait la télé, il fallait qu'il y ait tant de chambres, il fallait qu'il y ait la clim, il fallait qu'il y ait la piscine, bref, il s'était fait tout un tas de critères qu'il avait évidemment validé avec ma sœur. Voilà. Et puis quand ils sont arrivés sur le lieu de vacances, enfin quand on est arrivé sur le lieu de vacances, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a visité l'appartement et puis il a checké toute la liste et puis il a constaté que toute la liste était bien respectée et donc lui il était tout content. Ah, c'est super, on va passer des super vacances. Et puis ma sœur qui elle n'est pas du tout sur le même mode de perception, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit ouais ben moi je sais pas, non je me sens pas bien ici, enfin c'est pas top. Alors voilà, c'était parce que elle, c'était pas les critères qui étaient importants, c'était la façon dont elle se sentait et l'ambiance qu'il y avait dans l'appartement. Et ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et donc forcément, cette différence de perception des choses et de la façon de voir le monde, ben, du coup, les a amenés à gérer un conflit. Et donc c'est parti un peu en sucette. Bon, je vais pas vous faire la suite de l'histoire, mais c'est simplement pour que vous compreniez que sur une situation, la perception des choses, elle peut être complètement, et l'interprétation peut être complètement différente. Troisième source de communication. Est-ce qu'il y a des questions, Vincent, éventuellement sur ce qu'on vient de voir? Alors déjà, au-delà de ça, il y a quelqu'un qui voudrait savoir si tu serais prêt à nous donner des sources théoriques sur lesquelles tu as bâti ton intervention, de manière à ce qu'il puisse approfondir le thème. Oui. Voilà. Et puis, j'ai plusieurs questions qui te demandent s'il y a une différence d'approche entre les filles et les garçons et si vraiment, selon toi, il y a une psychologie féminine différente. Alors, c'est une excellente question et la réponse que je vais vous apporter, c'est vraiment selon moi. Et en plus, j'ai fait l'expérience, j'ai entraîné des garçons et des filles. Donc, j'ai pu expérimenter un petit peu ces deux approches. Selon moi, de mon point de vue, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce qu'un profil psychologique, quand on je peux couper les micros. Désolé. Donc je disais donc de mon point de vue, il n'y a pas quand on est sur des profils de personnalité, que ce soit garçon ou fille, il n'y a pas de différence. Il n'y a vraiment pas de différence. Après, les comportements observables peuvent être un petit peu différents parce que dans les réactions, il peut y avoir quelques différences. Mais ce qui joue à l'intérieur et les motivations et les perceptions des choses sont les mêmes. Sont les mêmes chez les garçons et chez les filles. Il n'y a pas des profils de personnalité féminins et des profils de personnalité chez les hommes. C'est la même chose. J'espère avoir répondu à la question. C'est vrai que c'est pas facile parce que je ne peux pas voir vos réponses. Et je n'ai pas d'interaction avec vous. Donc, je continue. Non, mais comme tu peux continuer à me... Ouais.
Alors, les sources théoriques, je vous les donnerai à la fin si vous voulez. Mais en gros, il y a un petit peu d'analyse transactionnelle. Et là, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est l'analyse transactionnelle. Et il y a un petit peu de ComColors, pour ceux qui connaissent le modèle ComColors, qui est issu aussi d'analyse transactionnelle, mais qui est un modèle plus simple. Et puis après, c'est un petit peu d'expérience personnelle aussi. Donc, on revient sur les sources de conflit avec la troisième qui est la communication. Donc évidemment, là, vous voyez, à gauche, il y a le P, le A, le E, et à droite, les mêmes choses, avec au-dessus l'état du moi émetteur, donc autrement dit, la personne qui parle, ou en tout cas qui essaie de communiquer avec l'autre, et puis il y a la personne, le récepteur, qui reçoit l'information. Donc il y en a un qui émet l'information et d'autres qui reçoit l'information. Et donc l'analyse transactionnelle, Eric Berne, qui a inventé l'analyse transactionnelle, qui est un psychothérapeute, un psychologue américain, qui a inventé le modèle et qui a développé l'analyse, donc, est parti du constat que à l'intérieur de nous, on avait 3 états du moi. On avait l'état du moi parent, celui de l'adulte et celui de l'enfant. C'est pour ça que vous voyez le P, le A et le E. Et que quand on émet une information, que ce soit verbale ou non verbale, on émet l'information avec un de ces 3 états, soit avec celui du parent, soit avec celui de l'adulte, soit avec celui de l'enfant. Et la personne qui le reçoit va aussi le recevoir sur ce canal, sur un des 3 canaux. Donc soit elle va le recevoir avec le canal du parent, soit avec le canal de l'adulte, soit avec le canal de l'enfant. Et dans la communication, la transaction, on va dire que c'est l'échange de communication. Tant que les transactions, elles sont parallèles, donc tant que mon état du moi parent parle à l'état du moi parent de l'autre et que l'autre le reçoit avec l'état du moi parent, tout se passe bien et la communication, elle est fluide et on peut durer des heures et des heures. Par exemple, si je discutais avec quelqu'un et si je disais « Ah ouais, mais le basket aujourd'hui, les jeunes, ils sont vachement plus difficiles à maîtriser qu'avant. » Et puis la personne en face me dira « Ah oui, tu as raison, avant, ils étaient plus disciplinés, c'était mieux avant, c'était mieux avant. » Et puis « Ah oui, puis maintenant, ils sont tous avec leur téléphone. » Et puis l'autre dirait « Ah oui, nous, on jouait aux jeux de cartes, etc. etc. » Donc là, on pourrait discuter des heures et des heures parce qu'on est en train, notre état du moi parent est en train de discuter avec l'état du moi parent de l'autre. Et donc là, tout va bien. Même chose si jamais mon état du moi parent parle à l'état du moi enfant de mon récepteur. Par exemple, si je disais à un enfant ou à mon enfant, ou tiens, va me ranger ta chambre, s'il te plaît. Donc là, c'est l'état du moi parent qui parle, va ranger ta chambre, s'il te plaît. Et l'enfant dirait oui, j'y vais tout de suite. Voilà. Bon, eh bien, là aussi, c'est pareil. À partir du moment où les transactions, elles sont parallèles, tout se passe bien. Là où il y a un problème, c'est quand les transactions, elles sont cachées. C'est-à-dire que quand moi, j'ai l'intention d'aller chercher un état du moi chez l'autre et qu'il perçoit le message différemment et qu'il me répond avec autre chose. Par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une situation que vous avez vécue. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, je vous en parle très facilement. Vous demandez à votre conjoint ou à votre conjointe, dis-moi, est-ce que tu as vu mes chaussures? Et la personne en face vous répond, si tu rangeais tes affaires, tu saurais où elles sont. Donc là, je pose une question. Donc en général, quand on est dans l'interrogatif, c'est l'état du moi adulte qui parle. Donc, est-ce que tu sais où sont mes chaussures? Et la personne me répond, si tu savais où tu rangeais tes affaires, tu le saurais. C'est pas la réponse que j'attendais, et c'est surtout pas une question, une remarque de ce type-là que j'attendais. Et donc là, ça peut vite partir en cacahuète. Et donc là, ça peut être une source de conflit. Donc je vous invite vraiment, quand vous avez et ça arrive parfois souvent, hein, quand vous avez un problème de communication, quand vous posez une question à quelqu'un ou quand vous faites une remarque à quelqu'un et que cette remarque-là, elle est mal perçue et qu'il vous répond et que ça génère un conflit. Alors sur le moment, c'est toujours compliqué, mais dans un premier temps, quand vous voulez apprendre à gérer les conflits, il faut refaire à froid un espèce de bilan et se dire, bon, là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ah ouais, peut-être que en fait, j'ai pris cette posture-là de parent et du coup, ça lui a pas plu. Donc du coup, il m'a répondu lui aussi avec cet état-là. Et du coup, c'est pour ça que la conversation, elle s'est envenimée et qu'on s'est pris la tête. Voilà. Ou alors, je lui ai posé une question toute simple et lui, bam, il m'est rentré dedans parce qu'il a interprété le truc différemment et du coup, voilà, la situation, elle s'est envenimée aussi. Et du coup,
ce petit travail à froid peut vous permettre vraiment de pouvoir ensuite, assez rapidement en live, dans l'action, désamorcer un conflit. Et la meilleure chose pour désamorcer un conflit et ramener quelqu'un dans une transaction parallèle, c'est de lui poser une question. Par exemple, la question un peu magique que vous pourriez poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as besoin? Et vous allez voir que les gens, quand vous leur posez la question, souvent ils ont déjà du mal à répondre. Mais quand le conflit s'installe et que vous voyez que ça commence à s'envenimer et que hop, stop, vous prenez un petit temps d'arrêt et vous reprenez la discussion sur OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? De quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin et comment on peut essayer de travailler ensemble? Et là, vous allez voir que dans la plupart des cas, les gens, waouh, ça les calme un peu. Et puis là, vous retrouvez une espèce de communication fluide qui va vous permettre après de trouver une solution gagnant-gagnant. Tant que vous n'avez pas cette communication fluide, la situation gagnant-gagnant, vous aurez du mal à la trouver. Alors, quand on est entraîneur, on fait un métier de communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Et juste, parce que là, on parle beaucoup de dire les choses et de choisir ses mots éventuellement, et puis de faire attention à ce qu'on peut dire. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite pyramide, c'est les travaux de Merabian qui avait fait une étude là-dessus et qui avait essayé de comprendre en fait ce qui était le plus impactant dans la communication. Est-ce que c'était le verbal, le paraverbal ou le non-verbal? Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner, peut-être qu'il y en a qui connaissent la réponse, mais l'idée, ça aurait été de vous faire deviner les pourcentages dans le verbal, autrement dit, dans le message que vous transmettez à quelqu'un, quel est le pourcentage des mots qu'il retient, quel est le pourcentage du paraverbal, autrement dit, de l'intonation, du ton qui retient, et le pourcentage du non-verbal, c'est-à-dire les gestes, la posture que vous avez qui retient. Et on s'aperçoit que quand on communique, même si on fait extrêmement attention aux mots, finalement, les mots ne sont que 7% du message que la personne qui est en face de nous retient. Et le 38%, ça reste le paraverbal, c'est-à-dire la façon dont je le dis. Et la plus grosse partie, c'est le non-verbal, et autrement dit, le langage du corps, et que des fois, on n'a pas besoin de parler pour faire comprendre un message à quelqu'un, ou en tout cas, même pour recevoir un message de quelqu'un, on se dit, voilà, en fonction du comportement qui dégage là, je comprends parfaitement le message qu'il veut me faire passer. Donc tout ça pour vous dire aussi que dans votre communication, vous devez faire extrêmement attention à la façon dont vous dites les choses et à votre posture et à votre langage non verbal. J'en ai fini sur les trois sources de conflits principales que je voulais partager avec vous sur ce petit temps d'échange. Je vais enchaîner parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de terminer. Je vais aller très très vite sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est très simple. C'est tout ce que vous faites quand vous ne savez pas quoi faire. En gros, c'est l'intuition. Voilà, c'est votre intuition. Quand vous êtes dans une situation et que vous ne savez pas quoi faire, eh bien, vous allez choisir quelque chose en fonction de votre ressenti, en fonction de votre feeling. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, il y en a qui ont cette intelligence émotionnelle un peu plus développée que d'autres. Et dans tous les cas, le principe, c'est le suivant. C'est un, d'avoir conscience de ses émotions. Deux, c'est de la maîtrise de ses émotions. Parce qu'une fois que j'en ai conscience, il faut les maîtriser. Parce que ce n'est pas parce que j'ai conscience que je suis en colère que je vais forcément maîtriser ma colère. Identifier ses sources de motivation, faire preuve d'empathie et avoir des compétences sociales et donc là, développer notamment des outils de management. D'accord ? Donc ça, c'est de manière très schématisée, vous faire une petite définition de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi je vous en parle? Parce que dans l'outil qu'on va aborder après avec la communication non violente, il est important que vous soyez en mesure d'identifier l'émotion par laquelle vous traversez au moment où vous êtes en situation de conflit, parce que dans le processus, il faut l'exprimer. Et on y viendra tout à l'heure. Donc,
les travaux d'Ekman, encore un psychanalyste là, ou un psychothérapeute, psychologue. Lui, il a défini quatre émotions primaires. Il y en a d'autres qui en ont 5. Il y en a même qui en ont 6. Moi, je vous en présente 4. C'est celle que j'ai choisie. La première, c'est la peur. Voilà. La deuxième, c'est la colère. La troisième, c'est la joie. Et la quatrième, c'est la tristesse. La peur, ce qu'on va essayer de voir ensemble là sur ces 4 émotions, c'est quel est le fait, quel est le stimulus qui nous provoque de la peur. Du coup, quel besoin j'ai quand j'ai peur, quel est le besoin, et donc quelle est la demande que je peux faire à quelqu'un ou à autrui pour essayer que cette peur soit dissipée. Donc par exemple, si je prends donc, la peur, le stimulus, c'est quoi? C'est l'insécurité. Dès que je suis en insécurité physique ou psychologique, j'ai ce sentiment de peur qui émerge en moi, qui peut se manifester de plein de façons différentes. Et donc mon besoin, c'est j'ai besoin de sécurité. C'est logique. Et donc, je vais demander de la protection. Et si vous voulez, quand on reprend la situation de tout à l'heure, peut-être, hein, c'est une hypothèse, parce qu'évidemment, il faudrait avoir un cas beaucoup plus précis, mais si on prend les situations de conflit que vous avez évoquées tout à l'heure en tout début d'intervention, y compris pour quelqu'un qui ne comprendrait pas le schéma tactique, ça peut être de la peur. Ça peut être la peur. Et donc, il a besoin de protection. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être rassuré peut-être sur une forme de jeu plus précise. Il a peut-être besoin d'être rassuré sur le fait que le système est adapté à ses compétences, etc. etc. Donc, lui, peut-être que c'est ce sentiment de peur qui va l'amener à créer ce conflit. Et donc, c'est la raison pour laquelle les entretiens sont extrêmement importants pour aller creuser tout ça. Puisque si, à travers un entretien, vous arrivez à identifier que c'est ça, et qu'il a besoin autrement dit, il est en demande de protection, et cette protection, pour l'instant, il ne l'a pas, vous ne lui apportez pas, et bien, il va rester dans cet état de conflictuel. En ce qui concerne la colère, le stimulus, c'est quoi? C'est l'injustice. On en a parlé aussi tout à l'heure. Quelqu'un qui a le sentiment d'injustice va vraiment nourrir de la colère. Et donc, lui, son besoin, c'est le besoin de justice, besoin de que les choses soient équitables, justes et équitables. Et donc ça demande, il a besoin de réparation. Il a besoin qu'on s'excuse, on a besoin qu'on fasse quelque chose qui va, si vous avez, je sais pas, si je prends un acte de tous les jours, si vous cassez quelque chose chez quelqu'un et qu'il vit ça comme une injustice, il attend que vous le dédommagiez. Enfin, c'est le principe des assurances, hein, d'ailleurs. Enfin voilà, il y a cette demande de réparation. La joie, le stimulus, c'est la célébration. Et le besoin et la demande sont les mêmes. On va aller très vite parce que l'idée de la joie, c'est quand même d'essayer de la partager au maximum puisque c'est une émotion très, très positive. Et la tristesse, eh bien, le stimulus, c'est la perte. Le besoin, c'est besoin de reconnexion. C'est souvent la raison pour laquelle quand les gens sont tristes, on les prend dans les bras. C'est parce qu'ils ont besoin de se reconnecter émotionnellement, se reconnecter même parfois physiquement. Et donc la demande, c'est une demande de réconfort. Ils ont besoin d'être réconfortés. Et donc, quand vous êtes en situation de conflit et que vous êtes sur un entretien individuel, cet entretien doit vous permettre d'identifier dans quel type d'émotion primaire, votre interlocuteur se situe. Bien entendu, il y a plein de dérivés, hein, c'est-à-dire il peut y avoir de la frustration, qui va être un dérivé de la colère, il peut y avoir de l'anxiété, qui va être un dérivé de la peur, etc., etc. Mais essayez de reconnaître quand même un petit peu l'idée générale, se dire, ah ouais, il y a une forme de peur, il y a une forme de colère derrière tout ça. Et donc, du coup, vous allez pouvoir répondre peut-être à sa demande, même si la demande n'est pas explicite. Vous allez la comprendre à travers ça. Et donc, vous allez pouvoir proposer quelque chose. J'espère être clair, parce que je parle assez vite. Ça, on s'en fout pour le moment. Et ce qui nous intéresse, c'est la communication non violente. Donc, c'est un outil que je vous propose qui est la communication non violente. Vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de trucs. Hein. La CNV, il y a des bouquins qui sont sortis là-dessus. Enfin, il y a plein de documentation. Là, je vais vous le faire très rapidement et de manière très synthétique, mais en même temps, c'est un outil très pratique pour sortir d'un conflit. Alors, je vous avais préparé une étude de cas. Imaginez
imaginez que vous êtes en train de préparer un match. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous êtes en train de préparer un match et puis il y a le dernier entraînement avant le match du week-end. Il y a un de vos joueurs qui ne vient pas aux entraînements. Et ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Donc là, en l'occurrence, je dis voilà, Arnaud, qui est le joueur, il fait savoir à son entraîneur la veille du match qu'il ne va pas venir à l'entraînement. Et donc Pierre-Olivier, qui est l'entraîneur, lui, il a les boules et du coup, il est bien décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire venir Arnaud à l'entraînement. Et donc, du coup, cette étude de cas, bien entendu, j'ai l'habitude de la proposer. Et en général, les gens, quand on leur dit, voilà, comment vous auriez réagi à cette situation, les gens me disent, évidemment, là, on n'a pas le temps de faire le tour, hein, mais ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on prenne ce temps-là. Les gens me disent, moi, je serais allé voir le mec en lui disant, on a un match important, tu t'es inscrit, tu t'es engagé dans l'équipe, là, il faut que tu respectes tes engagements, l'équipe a besoin de toi, voilà, il faut que tu sois présent. Sinon, si à un moment donné, si t'es pas capable de venir aux entraînements, voilà, tu vas aller voir ailleurs, quoi. À un moment donné, bon. Les gens, ils sont plus dans cet état d'esprit en disant, je vais essayer de remobiliser la personne en le sensibilisant sur le fait que il est important dans l'équipe et qu'il faut qu'il vienne. Et quitte à mettre un peu de pression sur lui, quitte à même à le menacer un petit peu parfois sur son temps de jeu ou sur le fait qu'il puisse éventuellement quitter l'équipe. Bon, l'idée, c'est d'essayer de travailler sur cette étude de cas en réfléchissant comment, avec cet outil de la communication non violente, on pourrait aborder ce problème-là, puisque effectivement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que Arnaud, quand il va être menacé par son entraîneur, peut-être qu'Arnaud, il va décider de venir à l'entraînement hein, quand même, hein, et peut-être qu'il va venir s'entraîner, peut-être que même il va très très bien s'entraîner. Et en même temps, il va quand même nourrir cette espèce de sentiment d'amertume là, et le conflit, même s'il n'éclate pas, il est là. Il est bien présent, et que peut-être que Pierre-Olivier, l'entraîneur, ne va pas le prendre dans la gueule tout de suite, mais il le prendra tôt ou tard. Il le prendra peut-être tôt ou tard. Donc voilà, l'idée c'est comment on peut sortir de cette situation sans rentrer dans un conflit, et surtout sortir de cette situation gagnant-gagnant. Donc la CNV, c'est quoi? C'est un principe en 4 étapes. La première, ce sont les faits. Les faits qui sont absolument qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est incontestable. Par exemple, alors ça peut-être que ça va vous obliger à tenir des cahiers, à tenir des tableaux pour ceux qui aiment bien l'informatique, ou en tout cas faire preuve de peut-être un peu plus de formalité administrative, entre guillemets, hein, parce que cette première étape, il faut revenir sur les faits tels qu'ils se sont passés. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Voilà, par exemple, Arnaud, depuis qu'on a débuté la saison, on a eu, je ne sais pas moi, 26 entraînements. Sur les 26 entraînements, il y en a 13 où tu arrives en retard, et il y en a 4 entraînements du jeudi, qui est notre dernier entraînement avant le match, où tu n'es pas arrivé, où tu n'es pas venu. C'est très factuel. Arnaud ne peut pas contester ça. C'est pas possible, puisque c'est la réalité. Et en plus, vous pouvez lui amener la preuve parce que vous tenez un cahier et vous avez toutes les informations nécessaires. Même chose sur du temps de jeu. Sur du temps de jeu, alors, vous allez me dire, oui, on n'est pas équipé avec des staffs et on peut pas. Je suis d'accord avec vous. Et peut-être qu'il y a des solutions, peut-être, hein, je ne dis pas qu'il y en aura, mais peut-être que vous aurez des solutions pour essayer de trouver tout ça. Mais ça peut être intéressant de tenir les temps de jeu de chacun. Parce que le sentiment du joueur qui va dire je ne joue pas assez, lui, il ne sait pas combien de temps il joue. C'est juste un sentiment où il aimerait jouer plus, quoi. Si dans cette première étape, vous lui dites voilà, sur les 4 derniers matchs, tu as joué 23 minutes le premier, 17 le deuxième, 15 et 12, voilà, ça c'est incontestable. Alors effectivement, le temps de jeu il a diminué, mais il n'empêche que le temps le plus faible c'est 12 minutes. Et ça, c'est pas contestable. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce que vous avez ressenti, vous. Ce que vous ressentez de la situation. D'accord? Ce que j'ai ressenti. Et là aussi, encore une fois, c'est incontestable. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, elle ne peut pas contester ce que vous ressentez. C'est très personnel. Par exemple, si je reprends la situation d'Arnaud qui ne vient pas à l'entraînement, Arnaud, écoute, bon, t'es pas venu à tel là, je mets les faits incontestables. Je suis assez inquiet par rapport à ton investissement, ou je suis même un peu en colère de ton investissement parce que voilà, j'ai l'impression ou j'ai la sensation que tes priorités, elles sont, vous allez me dire, vous n'avez pas des joueurs pro en face de vous, mais que tu t'es engagé, que tu respectes pas tes engagements, etc., et que moi j'ai besoin, ça c'est la troisième étape, j'ai besoin que quand on s'engage dans quelque chose,
on respecte la parole. D'accord? Donc, à la fois, vous allez exprimer votre ressenti et les besoins que vous avez. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les 4 émotions, là, c'est important de les connaître et de savoir un peu d'où elles viennent et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière pour que dans cet outil de communication-là, vous puissiez les verbaliser, les exprimer. Et si vous lui dites je suis inquiet ou je suis en colère parce que j'ai besoin que tu t'engages plus, on a fixé des objectifs collectifs et qu'on a des ambitions, et que derrière, si toi tu viens pas alors que l'équipe est meilleure quand tu es là, on va comment dire, se griller les chances d'atteindre les objectifs. Voilà. Là, vous lui dites clairement ce dont vous avez besoin. Et donc, vous pouvez exprimer une demande. Et donc, vous faites une proposition de changement. Et là, vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas en train de l'attaquer. Vous lui dites ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, ce dont vous avez besoin, et vous lui proposez une solution. Et vous allez voir qu'en respectant ce protocole-là, vous allez aussi l'inviter à s'exprimer. Lui aussi, il va s'exprimer sur ce qu'il ressent. Peut-être qu'il va vous donner des explications, qu'il va vous raconter son histoire un petit peu, qu'il va vous dire « Ouais, mais je ne viens pas parce que ma femme, elle est malade » ou ceci, cela, j'en sais rien, j'invente n'importe quoi. Mais en tout cas, cet outil-là est quelque chose qui vous permet quand même de maintenir la conversation ouverte. Vous n'êtes pas dans l'attaque. Vous exprimez ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, vous exprimez vos besoins et vous lui faites une proposition. Ce que je te propose, une fois qu'il s'est exprimé, ce que je te propose, c'est que ce que je te propose, c'est qu'une fois par mois, tu viennes à 3 entraînements sur 4, par exemple. Ou qu'on détermine ensemble si c'est un match plus ou moins important, sur ce match-là, tu viens pas le jeudi et par contre, les 3 prochains, tu viens parce que c'est des matchs contre des concurrents directs. Et, voilà. En tout cas, vous lui faites une proposition et surtout, il faut qu'il soit d'accord avec cette proposition. C'est pour ça que je vous disais en introduction que la base de la base, c'est qu'à la sortie de ça, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Si vous avez l'impression de gagner et que lui, il a l'impression de perdre, le conflit, il n'est pas terminé. Donc, je suis désolé, je vais aller assez vite puisqu'on arrive au bout du temps. Conclusion, c'est que une communication efficace, plus une issue gagnant-gagnant, une posture gagnant-gagnant, c'est votre sortie de conflit. Voilà. C'est les 2 conditions qui vous permettent de sortir du conflit. Si c'est perdant-gagnant, donc si c'est vous qui perdez et le joueur qui gagne, vous allez forcément avoir... Quand je dis le joueur, ça peut être vos dirigeants aussi. Parce que les conflits, on peut aussi les avoir avec les dirigeants. Donc c'est forcément sortir de cette situation gagnant-gagnant. Les 2 parties doivent être gagnant-gagnant. Voilà, vos questions, si vous avez des questions, Vincent. Moi, sinon, j'en ai terminé. J'ai d'abord une première question. La situation de rupture est-elle nécessairement considérée comme un échec dans la gestion des conflits? De rupture de quoi, pardon? La situation de rupture, s'il y a rupture de communication. Oui, la situation de rupture est-elle? Est-elle nécessairement considérée comme un échec dans la gestion de conflits? Non, on va dire après, c'est toujours pareil. Dans une situation de conflit, là, on prend des situations. Et bien entendu, chaque situation nécessiterait une analyse plus approfondie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que posez-vous, si vous vous posez la question, je vous donne un mémo technique assez facile, le SVP, s'il vous plaît. D'accord? Il ne sait pas, il ne veut pas ou il ne peut pas. SVP. Il ne sait pas, il ne veut pas, il ne peut pas. S'il ne sait pas, vous pouvez lui expliquer des choses. Et s'il ne peut pas, vous pouvez aussi lui expliquer, lui démontrer des choses pour qu'il apprenne à le faire. Maintenant, s'il ne veut pas, si une personne ne veut pas sortir d'un conflit, il n'y a pas la situation, elle ne peut pas s'améliorer. C'est-à-dire que quand on a un conflit et qu'il y a un des 2 parties qui ne veut pas sortir du conflit, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez utiliser tous les outils que vous voulez. Si la personne en face, elle n'a pas envie de sortir du conflit parce qu'elle a envie de s'installer là-dedans, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'elle veut vous prendre votre place ou j'en sais rien, bref. Là, effectivement, il y a des situations où il faut couper court à tout
et puis prendre vos responsabilités et prendre des décisions. Mais le SVP, pour moi, je trouve que c'est un bon outil aussi pour dire, bon, est-ce que la personne, elle ne sait pas ou ou en tout cas, est-ce qu'elle ne veut pas? Si elle ne veut pas sortir du conflit, je pense que effectivement, la rupture peut être peut-être la solution. Ok. J'ai une autre question, c'est comment gérer un temps mort lorsque l'on a un joueur qui n'écoute pas la consigne avant de retourner sur le terrain? C'est une situation de conflit, mais dans un temps vraiment très court, un temps imparti pour le résoudre vraiment très court. Bah là, c'est pareil, il n'y a pas de solution miracle, hein, malheureusement. J'aimerais beaucoup vous donner une solution miracle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra essayer de comprendre pourquoi votre joueur il n'écoute pas la consigne. Est-ce que c'est parce qu'il est dans une émotion telle que de toute façon il ne va rien écouter? Est-ce que c'est parce qu'il est déjà en conflit avec vous depuis un moment et que de toute façon il n'a pas envie de vous écouter? Bon, tout ça est une situation qui mériterait d'être approfondie. Dans tous les cas, sur un temps mort, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moment pour, en tout cas, gérer le conflit, c'est pas pour essayer de désamorcer le conflit. Il faut le gérer sur l'instant. Donc c'est là encore une fois, il faut prendre une décision. Hein. Bon, est-ce que je le sors? Est-ce que je le sors pas? Est-ce que temporairement, est-ce que si je connais mon joueur et que je lui mets une brasse, il va se remobiliser le temps du temps mort pour repartir derrière? Ça, c'est à vous aussi. Et puis la connaissance de vos joueurs, c'est à vous de prendre une situation. Ce qui est sûr, c'est que derrière, il faudra y revenir. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Je ne peux pas vous donner de solution miracle sur le moment. Ce qui est sûr, c'est que derrière, à froid, il faut revenir là-dessus. Sur l'entraînement d'après, après le match, si le mec est redescendu, en fonction de comment émotionnellement il est. Mais c'est quelque chose qui, en utilisant l'outil que je vous ai donné, hein, reprend ce qui s'est passé. Voilà, il s'est passé ça. J'ai pris temps mort, t'es arrivé, je t'ai donné une consigne. La consigne n'a pas été respectée. Voilà, moi, je suis un peu en colère parce que ceci, cela, cela, et vous déballez votre truc et vous enclenchez la conversation. Voilà. Dans le cadre de... ton micro. Dans le cadre de l'entraînement d'une équipe de jeunes, si toi, entraîneur, tu as un conflit avec l'un des jeunes, comment tu intègres le parent et quel rôle tu lui donnes dans la résolution du conflit? Le parent, encore une fois, ça reste que mon point de vue. Hein. Ça reste que mon point de vue et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je ferais. Le parent, je ne l'impliquerai pas. Je réglerai le problème avec le jeune, directement. Et du coup, sur le même thème, il y a plusieurs questions qui reviennent sur parfois la double casquette de l'entraîneur qui est aussi le parent. Comment est-ce que ça peut se résoudre? Est-ce qu'il faut vraiment avoir deux personnalités, deux postures, ou est-ce qu'on doit vraiment être la même personne? Alors, je vais vous répondre aussi, encore une fois, un peu une réponse un peu, je ne sais pas si elle conviendra, mais en tout cas, c'est ma réponse. Cette situation, je l'ai vécue quand mon fils était plus jeune, je l'ai entraîné. J'ai envie de vous dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous êtes l'entraîneur de votre propre enfant, quoi qu'il arrive, on vous le reprochera. Soit on vous reprochera de le favoriser, soit on vous reprochera d'être trop dur avec lui. Donc voilà, de toute façon, on vous reprochera quelque chose. Et que là, c'est vraiment, vraiment une position. Moi, je déconseille très, très fortement de suivre son enfant dans le coaching. Je ne suis pas sûr que la réponse satisfasse la personne qui a posé la question, mais c'est toujours des situations délicates. Et encore une fois, le but de l'entraîneur quand il entraîne, c'est de consacrer le maximum de son énergie à ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire entraîner. Par exemple, dans l'analyse transactionnelle, Eric Berne, là, dans la dynamique de groupe, il appelle ça l'activité, donc ce que je suis supposé faire. Donc quand je suis entraîneur, je suis supposé préparer mes entraînements, etc., corriger les gens. Et puis, il y a toutes les situations parasites qui font que mon énergie, elle se détourne de mon objectif et de mon activité principale. Voilà. Et ça, on appelle ça le processus. Gérer des parents, gérer le comportement des gamins, gérer
des conflits, tout ça, plus vous mettez votre énergie à gérer des conflits et à gérer des choses qui ne font pas partie normalement de votre activité, c'est-à-dire entraîner, moins vous serez efficace sur le terrain, bien entendu, et plus c'est un signe que il y a peut-être des petites choses à ajuster dans le cadrage de votre management. Alors, étant donné l'heure, je pense qu'on va prendre une dernière question et après on arrête. J'ai une question intéressante d'Olivier qui revient sur ton exemple avec Arnaud. Oui. Tu as une situation conflictuelle que tu vas résoudre avec l'outil que tu as proposé. Lui, il demande, dans la résolution de ton conflit individuel avec cette personne, étant donné que son comportement a une incidence sur le groupe, comment tu l'expliques au groupe? Il n'y a pas d'explication à donner au groupe. En fait, il y a des choses à mettre en place bien avant dans les règles de fonctionnement d'un groupe. Puisque une des sources principales de conflit, et j'aurais pu la rajouter sur la diapo, hein, c'est l'absence de cadre en fait. Quand vous prenez une équipe en charge et que vous ne mettez pas de cadre, et que vous mettez pas, construisez pas quelques, faut pas avoir 50 000 règles, hein, mais avoir quelques règles. On disait tout à l'heure, la pire des choses, c'est l'injustice. Bah, l'injustice pour un gamin, c'est de le sanctionner sur une règle qui n'existe pas, quoi. Parce que pour vous, cette règle, elle est juste normale. Mais elle n'est pas normale pour tout le monde. Et à chaque fois, je prends cet exemple-là, parce que c'est assez drôle. Il y a des gens pour qui la ponctualité n'est pas importante. Alors, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est vraiment la réalité. Il y a des gens pour qui arriver en retard, c'est pas un problème. Et quand vous arrivez en retard avec un rendez-vous que vous avez avec lui, ça ne nous dérange pas. Bon, moi, c'est pas mon cas, par exemple. La ponctualité, c'est quelque chose qui est important. Mais si, dans la prise en main de mon groupe, je ne précise pas cette règle-là, qui pour moi est importante, les gens ne peuvent pas deviner ce qui est important pour vous. C'est la raison pour laquelle le cadre au départ, il est super important, puisque c'est ce qui va vous permettre de vous prévenir de certains conflits. Ce qui est important pour vous n'est pas forcément important pour les autres. Si vous ne fixez pas de cadre, vous ne pourrez pas reprocher après aux gens de ne pas le respecter. Et ça, c'est source de conflit. Et ça, c'est source de processus. Je pense qu'une des premières choses à faire avec un groupe, c'est quand même soit de co-construire les règles de fonctionnement, y compris nous avec les équipes de France, c'est ce qu'on fait. Par exemple, dans les premiers temps de vie du groupe, on fait des réunions d'équipe et on détermine les règles de fonctionnement du groupe, et y compris les sanctions qui vont avec. Comme ça, les sanctions, elles sont connues et acceptées par tous. Et vous, en fait, vous n'êtes que le garant de ça derrière. Voilà. Vous ne faites que respecter la règle. C'est pas vous qui l'avez imposée, c'est pas vous qui avez même imaginé la sanction. Donc souvent, ouais, c'est le manque de cadre est une vraie source de conflit. Bon, Yann, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Merci pour la réponse à toutes les questions. Tu n'as pas vu tout le fil qu'il y avait dans la discussion avec les entraîneurs, mais il y a beaucoup de gens qui rejoignent ce que tu as pu présenter. En tout cas, tu as pu formaliser, je pense, beaucoup d'idées que certains ont. Tout le monde n'est pas forcément d'accord à 100%, mais ce n'est pas le but. Voilà, donc encore une fois, merci d'avoir pris du temps avec nous. Mais avec plaisir, et puis heureusement que les gens ne sont pas toujours d'accord, parce que sinon le monde serait un peu ennuyant. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Tu fais bien de le dire, Vincent. Encore une fois, c'est quelque chose que on vous propose, bien entendu. Je ne viens pas non plus prêcher la bonne parole et vous dire que vous devez tous fonctionner comme ça. Je vous ai juste proposé une idée, une vision, un outil qui, moi, me sert pas mal et que vous pouvez développer et réutiliser si ça vous intéresse, bien sûr. Merci à tous, bonne continuation, bonne fin de week-end. Merci Yann. Je te laisse couper ta caméra et ton micro. Ok, donc je prends le relais. Donc j'ai un écho qui est lié. Ok. Donc on passe d'un Yann à l'autre, puisque normalement nous devons avoir Yann Julien qui est connecté et qui va peut-être allumer sa caméra. Et voilà. Je suis là. Bon, on va peut-être en pause, comme ça permet d'être peut-être libéré plus tôt, je pense.
Voilà, écoutez, on enchaîne sur l'intervention suivante, qui est donc intitulée « Pourquoi le 3 contre 3 rend le joueur de 5 contre 5 plus performant ?» qui est animée par Yann Julien, un de mes collègues, entraîneur à l'équipe de France de 3